François Guillet, bonjour. Bonjour. Tu es donc docteur en sciences de l'information et de la communication, maître de conférences invité à Télécom Paris Tech, et tu travailles aujourd'hui à la préfiguration de la Maison de l'Inclusion Numérique à Nîmes. Alors on t'a demandé de réagir au projet de Jean-Philippe Solanet, qui est donc un projet d'exposition autour d'un écoquartier. Oui, alors moi ce qui m'a saisi en fait dans ces vidéos, dans un premier temps, c'est les raisons pour lesquelles Jean-Philippe s'est mis à utiliser l'outil numérique et pourquoi il y a vu un intérêt pour ses élèves. Et je trouve que dans cette raison-là, il y a quelque chose de fondamental. Il dit dans cette vidéo que ce qui l'a amené à utiliser l'outil numérique, c'est les raisons pour lesquelles lui, il est rentré en réussite scolaire. C'est-à-dire qu'il avait du mal à écrire, et à partir du moment où il a été confronté à un outil, un numérique qui lui permettait de ne plus utiliser un crayon, puisqu'il écrivait mal, il a plus réussi, il est rentré, il part de rentrer en réussite. Et ça m'a beaucoup intéressé, puisque je trouve que ça résonne beaucoup avec les travaux des fondateurs des Cultural Studies, Jack Goody et Richard Hogarth, qui ont beaucoup travaillé sur la raison graphique, mais également ce que Hogarth appelle la littératie, c'est-à-dire les compétences nécessaires en lecture et en écriture pour rentrer en réussite dans le monde et s'autonomiser sans capacité. Je trouve que il y a quelque chose de très intéressant dans pourquoi il trouve important d'utiliser l'outil numérique avec ses élèves. Ce que dit Goody notamment, et qui est au sein de son ouvrage La raison graphique, il dit que il est important de trouver des moyens non pas d'enregistrer uniquement la parole, mais de trouver des moyens de la découper et d'en faire quelque chose, de la convoquer, de l'utiliser dans l'apprentissage des savoirs. Et ça, je trouve qu'on retrouve vraiment ça dans ce que nous dit Jean-Philippe sur pourquoi il est rentré en réussite et grâce à quoi il est rentré en réussite. Alors j'attire juste son attention sur le fait qu'il parle beaucoup de l'utilisation d'un outil particulier, qui est un outil propriétaire, la G Suite, la Google Suite. Et je pense qu'il faut faire attention quand on travaille avec des élèves aux outils qu'on utilise. La Google Suite est un outil propriétaire que j'utilise beaucoup moi-même, c'est un outil extrêmement performant, mais je pense qu'il est important d'acculturer les élèves à d'autres types d'outils aussi, et de leur donner à voir d'autres types d'outils, que ce soit des outils propriétaires, mais également des outils libres, pour leur faire toucher du doigt déjà plusieurs types d'outils, maîtriser plusieurs types d'interfaces, et surtout leur faire prendre conscience de qu'est-ce que peut être un commun numérique. Dans un cadre pédagogique, je pense qu'il est important de faire passer cette idée des communs numériques. Et on a la chance en France d'avoir des chercheurs qui ont beaucoup travaillé sur cette question des communs numériques. Lionel Morel a travaillé sur ça, Hervé Lecronier, Valérie Peugeot, l'association VCAM a beaucoup travaillé sur ça. Donc voilà, je pense qu'il faut également travailler en contexte pédagogique à l'émergence de communs numériques et d'outils qui permettent des communs numériques. Donc voilà, je lui recommanderais de regarder de ce côté-là aussi des outils libres de collaboration, d'écriture. Voilà. L'autre chose que j'ai trouvé très intéressante dans les propos et l'intervention de Jean-Philippe, c'est l'organisation de sa salle pour mener ce projet sur l'écoquartier. Il parle beaucoup donc d'organisation spatiale de sa salle, il parle d'ateliers, etc. Et là, ça a fait sens vraiment pour moi, puisque j'ai retrouvé des choses que je connais de la pédagogie qui est pratiquée à l'École nationale supérieure de la création industrielle, une école de design qui ne fonctionne qu'en approche projet, en atelier avec des élèves, et où on les fait travailler ensemble sur un objet à réaliser, un projet à réaliser. Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant, à la fois sur la démarche d'enseignement et sur l'organisation même en fait des élèves pendant qu'ils font ce projet. Et ça, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, Célestin Freinet a travaillé dans ces conditions-là. C'est lui qui a développé cette approche-là, cette approche un petit peu projet, cette approche de travailler de coopération entre les différents élèves. Moi, j'ai la chance d'avoir une fille qui est en école à la fois à Freinet et à pédagogie institutionnelle, donc elle est au fait de ces choses-là, et je remarque vraiment les bienfaits de cette pédagogie-là, donc je la trouve très, très pertinente. Sur son utilisation des outils numériques, j'attire son attention sur ce que disait un chercheur qui est Philippe Mérieux récemment. Il disait que apprendre à faire de la photographie à son époque permettait de convoquer des connaissances ou des enseignements plutôt en mathématiques, etc. Puisque prendre une photo nous forçait à comprendre la distance, donc avoir des espèces de notions géométriques. Là, l'outil numérique est tellement facile d'accès qu'on perd en fait
ce que ça veut dire prendre une photographie. Donc je lui conseillerais, ou je conseillerais plutôt dans le cadre de projets un petit peu similaires, peut-être de se poser des questions aussi sur les anciens modèles de relevé photographique. Peut-être qu'il faut revenir aussi un petit peu à l'analogique. Ça permet d'aller sur d'autres terrains avec ses élèves que je trouve très pertinent aussi. Ce que rappelle Jean-Philippe aussi qui est pertinent, c'est de dire que le numérique permet de collaborer entre élèves, entre enseignants, et ça effectivement je trouve que c'est innovant, hein. C'est un outil qui permet ça. Après l'outil en lui-même, l'outil média, n'est pas si innovant que ça. Moi, je me souviens d'articles de Josiane Jouet qui en 79 parlait de l'utilisation de ce qu'elle appelait à l'époque les médias légers dans les contextes pédagogiques et dans les pays du tiers-monde. Voilà, utiliser des vidéos, utiliser des enregistreurs, etc. en contexte pédagogique, c'est pas nouveau. En revanche, ce qu'il y a de nouveau, c'est vraiment la collaboration entre élèves, la collaboration à distance. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent, plus que sur l'utilisation de techniques de montage, de captation vidéo, qui est plus performante, certes. Mais encore une fois, des outils analogiques comme le Super 8 permettaient de faire autre chose. Alors on n'apprenait pas à collaborer à plusieurs à distance avec une école, en l'occurrence en Écosse, etc. Mais on apprenait à découper des bandes celluloïdes, les assembler. Donc on apprenait d'autres choses. Et c'est important de le rappeler, en fait. C'est-à-dire que l'outil analogique permettait d'apprendre des choses différentes. L'outil numérique nous permet d'apprendre des choses différentes. Et je pense qu'il faut peut-être penser à combiner les deux à un moment donné, ou avoir un regard un peu historique sur ça, et se dire de quelle manière je peux donner des connaissances pratiques à mes élèves. Ce que rappelle Jean-Philippe dans cette vidéo et qui est essentiel aussi, c'est le fait que la maîtrise des outils numériques chez ses élèves n'est pas innée, et que avoir un usage créatif et ludique de ces outils, ça prend un certain temps. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. C'est très important de le rappeler parce qu'aujourd'hui se dessine une vision du numérique dans laquelle les natifs du digital, les digital natives, auraient des compétences comme ça qui tomberaient du ciel. Non, en fait, c'est des compétences qui s'apprennent. Et apprendre, ça se fait dans des contextes pédagogiques comme celui qui met en place, lui, dans le cadre de ce projet. Et ça, c'est extrêmement précieux. Aujourd'hui, on a différents types de publics qui ont besoin d'apprendre le numérique, mais par différents biais. Alors, celui qu'il évoque, je pense que c'est le contexte le plus efficace. C'est l'apprentissage par les pairs. C'est-à-dire qu'il nous montre quelque chose qui est fascinant. Il dit que des élèves qui ont compris apprennent à ceux qui ont un peu moins bien compris, et que ceux qui ont compris vont développer même des tutoriels pour apprendre à ceux qui n'ont pas compris. Donc je pense que cet apprentissage par les pairs est ce qu'il y a de plus efficace. Et ce type d'apprentissage-là doit se retrouver dans d'autres générations. Aujourd'hui, on a des publics qui sont éloignés du numérique, on a les publics seniors qui sont en difficulté, et il faut développer des solutions du même type, mais pour ces publics-là. Développer des outils qui permettent à des publics éloignés du numérique de s'en rapprocher, ça passe par une approche vraiment de co-conception avec ces publics. On ne peut pas le faire autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution tombée du ciel qui va être efficace pour tout le monde. Il faut, public par public, inventer des solutions au plus proche des besoins de chacun. Et c'est ce qu'il fait dans ce contexte-là, et je trouve ça vraiment hyper intéressant. L'approche projet qui est défendue par Jean-Philippe dans ce projet, on la retrouve également dans la philosophie même de ce qu'il défend. C'est-à-dire qu'il me semble que ce qui vient en premier dans ce projet, c'est le fait d'aller sur le terrain, et ensuite de convoquer le numérique. Mais je pense c'est fondamental en fait d'aller sur le terrain en premier, de faire enquête, pour ensuite traiter ces enquêtes avec un outil numérique. Mais je pense que voilà, cette démarche-là très pragmatique est indispensable si on veut développer des outils pédagogiques intéressants et surtout pertinents et performants.